Il faut vraiment que les gens réfléchissent bien au fait que s'ils n'utilisent pas l'IA, demain, ils risquent d'être remplacés par une entreprise qui utilise l'IA. Et donc, il faut vraiment y aller. Si on est les premiers à y aller, on peut avoir des gains économiques conséquents. En fait, la meilleure manière de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise l'IA ?» c'est de regarder son concurrent, son ami, son voisin, tu vois, qui a à peu près le même métier, qui a à peu près le même secteur d'activité, qui a à peu près le même taille d'entreprise. Et si lui a utilisé l'IA, regardez concrètement ce que ça lui apporte. Ou de regarder AI Corner, par exemple. Ou regardez AI Corner, exactement. Tu vois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de AI Corner. Et pour cet épisode, je suis avec Théophile Cabane, qui travaille directement avec la ministre de l'IA et du numérique, et avec lequel on va discuter de l'adoption IA en France et dans les entreprises, et le rôle de l'État pour soutenir cette adoption. Théophile, bonjour. Bonjour, donc Théophile Cabane, je suis le conseiller intelligence artificielle de la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz. Et donc mon travail, ça consiste à conseiller la ministre sur tout ce qui va être politique publique de l'IA. Avant ça, j'ai travaillé au sein de l'administration française à la direction générale du Trésor. Et avant ça, j'ai travaillé en entreprise aux États-Unis. Je travaillais dans une start-up, un fonds d'investissement à New York. J'ai travaillé chez Google Research, qui travaillait pour Google Maps en Californie, puis j'ai fait une thèse entre Berkeley et Polytechnique sur l'optimisation des transports routiers grâce à l'intelligence artificielle. Ok, bon déjà c'est hyper impressionnant ce CV. J'ai une première question de curiosité qui me vient, c'est que comment est-ce qu'on devient chargé de l'IA pour le ministère? Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ce qui s'est passé, on est venu me chercher et on cherchait quelqu'un qui avait fait une thèse en intelligence artificielle, qui avait travaillé dans le secteur privé et qui avait travaillé dans l'administration publique, si possible au sein du ministère de l'économie et des finances, qui est le cas pour la direction générale du Trésor. Et donc, je pense que je faisais partie des rares candidats. Et ensuite, on fait bien sûr des entretiens avec l'équipe, avec le directeur de cabinet de la ministre, qui est un peu son bras droit, et puis directement avec la ministre. Et puis ça s'est bien passé, donc ils m'ont recruté. Ok, super. Tu disais en off, ça fait à peu près 6 mois que tu es en place aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça fait 6 mois. Donc je suis arrivé juste après le sommet pour l'action sur l'IA. Ouais. Donc le conseiller IA de la ministre est parti juste après le sommet. Et du coup, ça fait à peu près 6 mois que je suis dans mon poste et la ministre est là depuis un tout petit peu moins d'1 an. Ok. Top. J'imagine que de par ton activité, tu rencontres beaucoup d'entreprises, tu rencontres beaucoup de décideurs. Nous, notre créneau chez AI Partners, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à adopter l'IA, à la fois à travers des actions concrètes, du développement de technologie, de l'acculturation. On a plein de nos clients qui sont encore un petit peu, je dirais pas perdus, mais qui se posent des questions et qui aimeraient savoir, mais c'est une question qu'on pose toute la journée, c'est mais les autres, ils en sont où? Comment font les autres pour intégrer l'IA? C'est compliqué. Et donc, la première question que je voulais te poser, c'est toi, de ton point de vue, quel est l'état des lieux de l'adoption de l'IA que tu pourrais faire en France et dans les entreprises? Est-ce que tu as quelques données à nous partager? Aujourd'hui, tu vois, le niveau d'adoption, on a fait un plan aux ILIA, et donc le niveau d'adoption qu'on a observé en France, c'est en gros, il y a seulement 8% des très petites entreprises, donc tu vois, les artisans, qui utilisent une solution d'IA clé en main, et uniquement 13% des petites et des moyennes entreprises qui utilisent une solution d'IA clé en main. Et on a à peine 28% des dirigeants des très petites entreprises qui considèrent que l'IA est stratégique. Ok. Tu vois. Et nous, on pense qu'en réalité, l'IA, c'est stratégique pour tout le monde. Alors, tu vois, les données, ça va hyper vite parce qu'au final, ce qui est unique dans l'intelligence artificielle, c'est la vitesse d'adoption. Tu vois, il y a encore 5 ans, ça existait presque pas, et aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc, il y a beaucoup de données qui peuvent exister. Et donc, et après, ça dépend bien sûr de ce que tu définis comme l'intelligence artificielle et ce que tu définis comme adopter l'intelligence artificielle. Mais ça, tu vois, c'est les données que nous, on a publiées dans le cadre de notre plan aux ELIA. Ce que j'allais te demander justement, est-ce que vous avez une vision un peu plus spécifique sur l'IA générative, tu vois, en tant que telle, les assistants, les copilotes? Ouais, bien sûr. Nous, tu vois, forcément, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on définit par l'IA. Là, les données qui sont remontées, c'est vraiment, je pense, sur l'IA, dont IA générative, tu vois. C'est des IA donc qu'on appelle clés en main, c'est-à-dire le fait que les entreprises vont payer pour utiliser une solution qui se définit comme ayant utilisé l'IA. Et je pense que aujourd'hui, tu vois, la plupart des solutions qu'on dit IA utilisent de l'IA générative.
Donc, quand on parle, tu vois, des TPE et des PME qui utilisent des solutions d'IA clé en main, je pense que c'est certainement des solutions d'IA qui utilisent de l'IA générative, mais pas forcément tout le temps. Tu vois, je pense que là, on a visité avec la ministre la SNCF, ils font de la maintenance prédictive sur leur train grâce à l'IA, et ils n'utilisent pas forcément de l'IA générative. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est pas forcément clair pour tout le monde quand il découvre le sujet, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plein de types d'IA. Il y a les IA clés en main. Moi, quand tu dis ça, ça me fait penser à du copilote ou à du ChatGPT ou du Anthropic. Donc, c'est une sorte de petit assistant via l'IA générative qui est capable d'analyser et de créer tout un tas de données structurées ou non structurées. En gros, c'est un assistant digital. Exactement, ouais. Et puis ensuite, il y a des projets peut-être un petit peu plus complexes dans lesquels on va utiliser des algorithmes de prédiction ou de machine learning qui vont permettre, eux, de pouvoir faire des prédictions avancées pour faire de la maintenance, pour analyser des données plus complexes, qui finalement étaient déjà là avant, mais j'ai l'impression que le boom de ChatGPT a aussi permis de faire réémerger ou qui a peut-être mis de l'impulsion sur ces projets d'IA. Et tout à l'heure, tu disais que finalement, dans les chiffres, c'était assez bas, finalement, l'adoption. Comment tu expliques ce niveau d'adoption qui est encore bas en France? Ouais, mais déjà peut-être pour répondre à ton point, nous on définit 3 types d'IA. Ok. Tu vois, il y a une étude super bien de la BPI sur l'adoption de l'IA par les PME que je pense tu vois les auditeurs peuvent lire, qui est sortie en juin 2025, donc pendant Vivatech. En gros, il y a 3 types d'IA. T'as l'IA gratuite type chatbot, donc ça va être, tu vois, l'assistant virtuel, ça va être le Anthropic, ça va être le chat de Mistral, ça va être le ChatGPT, tu vois, un peu le copilot. Ensuite, tu as la solution d'IA clé en main sur étagère. Ça, l'idée, c'est en fait, ça va venir s'intégrer dans un process existant et l'optimiser. Donc ça va être, tu vois, un truc qui va, par exemple, répondre automatiquement aux demandes de réunion sur tes mails, tu vois. Ça peut être plein de choses, tu vois, qui vont améliorer des tâches un petit peu du quotidien. Ça peut être, je sais pas, le robot qui fait le ménage automatiquement grâce à l'IA, tu vois. Et ensuite, tu vas avoir la transformation IA, c'est-à-dire que tu vas repenser, donc ça c'est le 3e type d'IA, c'est vraiment l'idée de repenser tout le process à l'heure de l'IA. Tu vois, et donc ça, c'est typiquement la maintenance prédictive. C'est avant, tu avais un train qui commençait au moment où le train commençait à être usé, tu avais des premiers signes de faiblesse, et puis tu l'utilisais, et puis au bout d'un moment, il pouvait plus rouler, il fallait l'amener, tu vois, aux réparations. Et maintenant que tu peux voir un tout petit peu plus en avant, grâce aux données qui sont remontées par le train, le fait que le train a besoin d'une maintenance, et tu peux venir faire la maintenance du train lorsqu'il n'est pas encore, tu vois, lorsque les réparations à faire sont plutôt mineures, et du coup, ta maintenance va être plus rapide. Et du coup, tu vas avoir plus de trains en circulation parce que tu vas avoir moins de trains qui seront en maintenance grâce au fait d'avoir un peu repensé le process à l'heure de l'IA. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. C'est un peu la question que j'allais te poser, tu y as répondu, mais finalement, c'est pourquoi l'IA? Parce qu'en fait, il y a peut-être plein d'entreprises qui voudraient y aller, mais qui savent pas comment, mais qui savent même pas pourquoi. Et à ces gens-là, tu leur dirais quoi? Pourquoi l'IA? À quoi ça sert finalement l'IA? Ouais, non mais franchement, c'est une excellente question. Nous, tu vois, quand on rencontre les gens, on voit 2 problématiques majeures. C'est en fait, pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise l'IA? C'est vraiment la question que les gens se posent, tu vois. Et l'autre question, c'est, bon, maintenant que je sais pourquoi j'utilise l'IA, c'est concrètement comment je fais, tu vois. Et en fait, sur le pourquoi j'utilise l'IA, nous, c'est un peu difficile de donner une réponse, tu vois, spécifique à chacun. Il y a deux réponses. Tu as la réponse très macro, c'est en fait l'IA, on sait qu'aujourd'hui, les études montrent que ça fait des gains de productivité qui sont assez énormes. Et donc, il faut utiliser l'IA parce que ça va vous permettre d'améliorer son service, ça va permettre d'améliorer son efficacité. Et dans un monde, tu vois, de compétition permanente, il y a un risque que si on n'utilise pas l'IA, notre concurrent va utiliser l'IA et du coup, on va se retrouver dépassé économiquement. Donc ça, c'est un point de vue, tu vois, un peu macro. Après, plus micro, tu vois, c'est vraiment la question de savoir, en fait, segment par segment, secteur par secteur, métier par métier, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser l'IA? Et ça, la réponse, en fait, dépend de chaque secteur, chaque métier, chaque taille d'entreprise. Tu vois, on avait vu avec la ministre une ferme qui utilisait l'IA pour optimiser le bien-être animal dans la ferme.
Et grâce à toutes les données qu'ils avaient, ils permettaient aussi d'optimiser la ventilation et du coup de diminuer la pollution de la ferme. C'était un truc assez incroyable. Et ça, c'est des choses que tu n'as pas forcément en tête avant, tu vois. Moi, ma femme est kiné, elle me demandait tout le temps pourquoi est-ce qu'il faut que tu utilises l'IA, pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise l'IA, tu vois. Elle peut faire plein de trucs, elle peut utiliser des systèmes qui permettent, lorsqu'elle est avec son patient, de prendre des notes à sa place. Comme ça, elle passe plus de temps avec son patient plutôt que derrière son ordinateur. Mais en réalité, tu vois, j'ai tout le temps essayé de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait utiliser l'IA. Et elle a compris le jour où Doctolib est venu lui montrer concrètement dans son métier ce que ça changeait. Et donc, quand tu dis pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise l'IA, c'est difficile de répondre, tu vois, à chacun parce que chaque métier, chaque secteur, chaque taille d'entreprise a ses problématiques qui sont spécifiques. Et la meilleure manière d'y répondre, c'est le bouche à oreille. En fait, la meilleure manière de répondre à la question pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise l'IA, c'est de regarder son concurrent, son ami, son voisin, tu vois, qui a à peu près le même métier, qui a à peu près le même secteur d'activité, qui a à peu près le même taille d'entreprise. Et si lui a utilisé l'IA, regardez concrètement ce que ça lui apporte. Ou de regarder AI Corner, par exemple. Ou regarder AI Corner, exactement. Tu vois. Non, mais c'est totalement le but de ce type d'émission, c'est justement de donner des clés de compréhension et de regarder ce que les autres font. J'ai beaucoup aimé ta réponse parce que finalement, il y a un niveau 1 qui est tout simplement, ça va vous permettre d'être plus compétitif parce que vous serez plus productif. Il y a un niveau 2 qui est peut-être plus complexe à comprendre, mais qui est le plus intéressant, c'est vous allez regarder votre cœur de business et votre vraie valeur ajoutée. Et l'IA va peut-être vous permettre d'être encore plus fort dans ce que vous faites, non pas dans la productivité, mais dans la valeur que vous générez. Ouais, exactement. Ouais. Tu vas vraiment, en fait, grâce à l'IA, tu as plusieurs choses. C'est tu peux vraiment améliorer ton efficacité, ta productivité, mais tu peux aussi améliorer ton produit. En fait, tu peux vraiment repenser le produit grâce à l'IA. Et ça, tu vois, c'est vraiment spécifique aux différents produits. Ouais. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui va optimiser sa conduite, tu vois, un transporteur qui va optimiser sa conduite grâce à l'IA. D'ailleurs, dans le train, tu vois, ils optimisent la conduite du train grâce à l'IA. Ça ne t'auras pas forcément pensé lorsque tu me poses la question pourquoi tu utilises l'IA. Si tu n'avais pas vu le conducteur de train, tu vois. Comme il y a 20 ans, le digital a généré une transformation du business. Aujourd'hui, il y a une nouvelle transformation par l'IA, mais c'est finalement un peu la même chose. C'est créer des nouveaux usages, créer des nouvelles façons de travailler avec les possibilités technologiques actuelles. Ouais. Tu vois, là, on est allé dans une boucherie, ils utilisaient l'IA pour répondre aux commandes. Et donc, tu vois, le boucher, il devait avoir tout le temps les restaurateurs au téléphone, noter les trucs, préparer, etc. Maintenant, c'est l'IA qui répond à sa place. Ça va dans un logiciel et le logiciel lui dit directement, voilà, il faut que tu prépares tant de jambonneaux, tant d'andouillettes, tu vois. Et après, une fois qu'il les a préparés, ils disent, bon, voilà, il y a tant de jambonneaux que tu dois mettre là, tant d'andouillettes que tu dois mettre là, tu vois. Et en fait, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. La qualité, tu vois, de son service, c'est le temps de réaction qu'il peut avoir, tu vois, vis-à-vis de ses clients. Donc, il peut être plus réactif. Et surtout, il se concentre sur son vrai métier. Et il se concentre sur son vrai métier. Exactement. Et souvent, moi, ce que je dis à mes clients, c'est, en fait, pour trouver le bon cas d'usage de l'IA, c'est commencer par trouver ce que vous n'aimez pas faire. Ouais. Parce que finalement, c'est un bon assistant, l'IA, et le but, c'est d'automatiser les tâches qui sont peut-être pas les plus importantes, qui sont peut-être pas les plus complexes, parce qu'en fait, les plus complexes, c'est votre métier. Et justement, gagner du temps sur celles qui sont un peu annexes, les donner ou les délaisser pour l'IA, et vous concentrer sur votre métier. Après, tu vois, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça me permet de développer un autre point, c'est il y a deux manières d'utiliser l'IA. Tu as la manière qui est plutôt bottom-up, c'est-à-dire tu vas venir et tu vas voir voilà, quels sont les processus qui m'ennuient sur lesquels je sais que je vais pouvoir utiliser l'IA. Répondre au téléphone, faire mes mails, gérer mon calendrier. Et là, tu vas pouvoir te dire, je vais améliorer ma vie grâce à l'IA. Et souvent, ça va être, tu vois, le premier pas pour que la personne se rende compte pourquoi est-ce qu'il peut utiliser l'IA. En fait, il va se dire, en fait, j'ai un cas hyper concret sur lequel je peux améliorer ma vie grâce à l'IA de manière très bottom-up. C'est-à-dire, tu vois, voilà le besoin et voilà comment est-ce que je réponds à ce besoin grâce à l'IA. Tu vois, j'ai ce mail, j'ai trop de mails, il faut que je puisse les trier de manière automatiquement, tu vois. Et je sais que c'est un truc hyper simple, je peux l'automatiser et le faire grâce à l'IA. Tu vois. Donc ça, c'est clair. Et en fait, tu as la deuxième manière d'utiliser l'IA qui est vraiment plutôt une pensée un peu stratégique, tu vois, donc plutôt top-down, c'est-à-dire tu vas regarder dans tout ton business, tu vas dire quels sont, et tu regardes vraiment tous tes process, tu dis quels sont les process sur lesquels je peux utiliser l'IA, et pour chacun de ces process, tu vas regarder quel est le coût de l'investissement de l'IA et quel est le retour que tu vas pouvoir avoir de l'IA. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas forcément évident, c'est que tu as deux enjeux. Tu as un enjeu de se dire,
il faut déjà que toi, tu sois confortable avec l'idée d'utiliser l'IA. Et donc, pour ça, il faut que tu dises, ça va me simplifier ma vie, ça va me fluidifier mon travail, ça va enlever mes frictions, tu vois, ça va me permettre de pas passer ma vie au téléphone, de pas passer ma vie derrière mon ordinateur, tu vois. Et donc, ça va être ta première manière de dire, OK, je vais à l'IA. Tu vois, ça va être ma femme qui est kiné, qui va se dire, en fait, je vais utiliser l'IA pour pas passer ma séance de kiné derrière mon ordi, mais vraiment la passer au max avec le patient. Et une fois qu'elle a ça, elle se dit, en fait, l'IA, c'est intéressant. Donc, on a mis un peu le pied dans la porte, tu vois. Et là, elle va pouvoir se dire, en fait, peut-être que je peux aussi repenser ma séance à l'heure de l'IA, tu vois. Peut-être que le patient, il y a des exercices que je pouvais pas lui donner, que je peux lui donner grâce à l'IA. Tu vois, peut-être grâce à l'IA, je vais filmer le patient. Et comme ça, après, le patient, ça va lui envoyer la vidéo et l'IA va lui rappeler de faire son exercice, tu vois, tous les jours, des choses comme ça. On en revient un peu à ces deux niveaux, finalement. Le premier qui est un niveau de productivité basique, niveau 1, et le deuxième qui est, je qualifierais de transformation. Ouais, exactement. On commence par la productivité. Et ensuite, deuxième échelon, c'est je vais transformer ma façon de travailler grâce à l'IA, parce que je suis confortable et j'ai des nouvelles idées. J'ai bien aimé aussi le fait que tu parles presque de créativité. En fait, ça me donne une nouvelle façon de voir mon métier et d'améliorer mon service. En fait, je dirais que tu as même 3 trucs. Tu as ce côté, l'IA va me permettre de me simplifier la vie. Ouais, tu vois, c'est ça le premier, tu vois. La productivité, je le mettrais plutôt comme quelque chose qui est pas forcément se simplifie forcément la vie. Ouais, tu vois, tu peux aussi se dire, ça me simplifie la vie, mais ça me rend pas forcément plus productif. Je comprends. Et tu vois, ma femme qui est kiné, en soi, elle va juste passer plus de temps avec son patient, mais elle va toujours passer 30 minutes avec son patient. C'est juste qu'elle va pas passer 30 minutes avec son patient derrière son ordi, mais potentiellement, sa productivité est la même. Ouais, donc niveau 1, ça me simplifie la vie. Plutôt simplifier la vie, c'est ça. M'enlever les irritants. Après, niveau 2, effectivement, la productivité. Tu vois, et parce que peut-être en fait il y a le patient, il va pouvoir lui donner un peu moins de séances parce que du coup il va y avoir des exercices plus spécifiques déjà à faire à la maison et donc sa rééducation va se faire en moins de séances. Et après vraiment être créatif, repenser les process grâce à l'IA, tu vois. Et là tu commences à avoir des trucs avec l'idée d'avoir peut-être des hôpitaux qui sont virtualisés, tu vois. Donc tu as vraiment des trucs qui sont assez incroyables qui émergent. Ouais. Franchement, tous les jours, il y a des choses un peu incroyables qui émergent. Tu dois être au contact de cas d'usage assez exceptionnels. C'est ça ce qui est dingue dans mon boulot, c'est que tu vois vraiment, je vois l'étendue des possibilités de l'IA, quoi. Tous les jours, tu vois, on voit des nouveaux trucs et c'est vraiment incroyable. Tu vois, moi, je suis hyper optimiste sur le futur, quoi. Il y a tellement de choses. Après, nous, dans le métier, donc là, on parle beaucoup de l'adoption. Il faut quand même que je le rappelle. Le métier, ça n'est pas que voir le côté positif, c'est aussi répondre, tu vois, au côté potentiellement négatif, ou tu vois les risques, les craintes, les peurs. T'as forcément des métiers qui sont un peu trop disruptés, tu vois. T'as des traducteurs, tu vois, qui peuvent risquer, tu vois, d'être tu vois, le métier est un peu remis en question à l'heure de l'IA et tu as cette question de savoir comment est-ce que tu accompagnes ce changement. Ça, c'est super intéressant parce que souvent, ça génère des peurs et c'est vrai, tu as raison, on n'est pas là juste pour parler des points positifs et donc comment est-ce que toi comment est-ce que l'État réagit face à des métiers qui sont en phase de disruption? C'est quoi la bonne approche? Ouais, non, c'est une super question. Donc, en gros, pour ces métiers qui sont en phase de disruption, tu vois, tu as plusieurs approches. La seule approche, c'est d'accompagner. Nous, on croit vraiment au fait que l'IA, c'est vraiment révolutionnaire pour la société. Et donc, on peut pas vraiment dire non, on n'y va pas. Tu vois. Par contre, on peut dire oui, on y va, mais avec des conditions à une certaine vitesse. Donc, l'idée, c'est de définir un peu la vitesse à laquelle on veut aller et les conditions un peu dans lesquelles on veut aller. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs choses. Donc, on a fait le règlement IA. On s'est dit, voilà, il y a des conditions, il y a des choses qu'on ne voudra jamais faire avec l'IA. On veut pas qu'il y ait de notation sociale, tu vois, avec l'IA. On veut pas que l'IA puisse te noter et en fonction de ta note, te proposer des services différents. Ça, c'est directement inscrit dans l'IA Act. Ça, c'est directement inscrit dans l'IA Act, tu vois, donc règlement IA en français. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu as aussi des accompagnements directement des métiers. Donc sur le monde culturel, tu as beaucoup de métiers, tu vois, qui se demandent quel va être le futur de ce métier, mais après, tu as aussi beaucoup de gens qui se demandent aujourd'hui, mais ce que je crée, tu vois, l'IA peut le réutiliser, et donc à quel point je suis rémunéré pour ça. C'est une vraie crainte, ça. Tu vois, c'est une vraie crainte. Et donc là, on se dit, en fait, c'est simple, on se met tous autour de la table. Donc on fait une concertation, et on met, tu vois, les gens qui fournissent des modèles d'IA, des systèmes d'IA, avec les gens qui sont, tu vois, les représentants des industries créatives et culturelles. Et on essaye de trouver, tu vois, des pistes communes pour faire en sorte que le changement se fasse, tu vois, au rythme de chacun. Aujourd'hui, il y a des accords financiers qui ont été faits entre certains médias et certaines IA
pour utiliser des données. Ça, c'est plutôt dans les grandes entreprises. Est-ce que vous avez eu d'autres actions, vous avez aidé ou vu d'autres actions de compromis un peu là autour de cette table dont tu parlais Bah là, en gros, la concertation, elle est en cours. Okay. Et donc, on laisse un peu les choses se faire et on essaye d'être le plus loin possible, tu vois, pour que la discussion se fasse de la manière la plus saine possible. Parce qu'au final, c'est quand même des discussions, tu vois, avec des changements qui se font, tu vois, bah, sur l'échelle de génération. C'est des changements qui sont quand même profonds dans la société. Et en même temps, la vitesse de la technologie est extrêmement rapide. La vitesse, tu vois, de l'innovation et la vitesse de l'adoption de l'innovation est extrêmement rapide. Et donc, tu as tout un enjeu pour s'assurer que la transformation de la société se fasse doucement, sûrement, progressivement, sans être trop perturbé par le fait que constamment, tu as à nouveau de l'innovation, constamment, tu vois, la société change. Qu'est-ce qu'on dit aussi à ces gens qui vont être, à ces métiers qui sont en phase de disruption et qu'est-ce qui peut être mis en place, en fait, face à ça? Donc, ce qu'on dit à ces métiers en disruption, en gros, il y a deux choses. Il y a des choses où on dit, clairement, il y a des systèmes d'IA, il y a des choses qu'on refuse, tu vois. Ça, c'est tout ce qu'on considère qui va être nocif pour la société. Donc, ça va être la notation sociale. Tu vois, l'idée qu'en fait, l'IA va t'épier et en fonction de ça, il va savoir ou te dire que tu as accès à tel type ou tel type de service. Après, donc ça, c'est ce qu'on interdit, tu as des choses qui sont plus un peu risquées, tu vois. Donc ça va être utiliser l'IA dans les processus RH, tu vois. En fait, on a un peu peur de se dire peut-être que si tu fais ton entretien RH avec une IA, tu as quand même des risques qu'elle utilise des données que tu n'as pas forcément envie de lui partager, tu vois. Et quels sont les guidelines aujourd'hui? Ça, il y a déjà des choses en place contre ça, où c'en est exactement? Ouais, donc ça, c'est le règlement IA européen qui définit un petit peu, tu vois, les différents types de systèmes et leurs risques. Je me permets juste parce que je pense qu'on a des anglicismes et comme c'était d'abord européen, on parle souvent d'IA Act. Ouais, mais en fait, en français, on dit le règlement le IA. règlement IA, ouais. Okay. Ouais, donc, tu vois, on a ça, donc ça, c'est le règlement sur l'IA. Et après, il y a aussi des moments où aujourd'hui on n'a pas forcément la solution et on sait qu'il faut qu'on apporte cette solution. Et là, la solution, c'est d'avoir tout le monde autour de la table. Et donc, c'est ce qu'on fait sur IA et culture. Tu vois, le fait que les industries créatives et culturelles, elles sont disruptées à l'heure de l'IA. Et donc là, on s'est dit, on va mettre les industries créatives et culturelles ainsi que les développeurs de systèmes d'IA autour de la table et on leur donne jusqu'à la fin de l'année pour trouver des solutions pour faire en sorte que les industries créatives et culturelles s'y retrouvent à l'heure de l'IA et que les développeurs de systèmes d'IA, ce soit bénéfique pour eux de développer l'IA en Europe plutôt que d'aller le développer aux États-Unis où tu vois, le corps social n'est pas forcément le même et la question de la protection du droit d'auteur ou la question, tu vois, de l'accompagnement des changements de métier ne se traite pas de la même manière. Oui, de mon point de vue de citoyen français, je me fais souvent la réflexion que la réglementation, ça doit être un casse-tête pas possible. Parce que d'un côté, évidemment, il faut protéger l'individu le plus possible. De l'autre côté, c'est pas si simple parce que si on restreint trop, finalement, comme tous les marchés, tous les pays du monde, ils sont pas au même niveau de régulation, en fait, on va avoir les systèmes d'IA qui vont nous dire, très bien, nous, on va aller aux États-Unis, ou alors les systèmes d'IA américains qui vont dire, nous, on s'en fiche de la régulation, on va plus vite, on va plus fort. Et donc, mais tu me diras, tu sais ça mieux que moi, mais je me suis toujours dit, en fait, comment est-ce qu'on gère l'équilibre finalement entre la protection des individus et en même temps l'innovation qu'on veut pas freiner? Ça doit être un casse-tête d'être au bon niveau. De toute façon, notre travail, c'est d'accompagner la société dans le changement, tu vois. Donc, de s'assurer que ça va à la bonne vitesse et que tout le monde, que ça profite à tous, tu vois. Mais toi et moi, on a décidé de vivre en France pour une certaine raison, tu vois. On est en France, on n'est pas aux États-Unis. Et donc, au final, il y a des plus à vivre en France, il y a des plus à vivre aux États-Unis, il y a des moins à vivre en France, il y a des moins à vivre moi, sur l'IA, je préfère être en France à 100% parce que je me sens beaucoup plus sécurisé que dans des pays où ils se disent on ouvre les vannes à fond et on sait pas trop jusqu'à où ça va aller, quoi. Ouais, quand tu vois en Chine, ils font la notation sociale, t'as aucune envie de te dire quand tu vas prendre ton train si t'as pas payé ton café. Donc tu vois que t'as un tout petit peu, t'as un peu des agios sur ton compte bancaire, t'as pas envie de dire que t'as pas le droit de prendre ton train, quoi. Et ça, tu vois, en France, en Europe, c'est pas possible d'avoir ça. Ouais, parce que finalement, l'IA, c'est devenu économique, politique, et en fait, ton règlement IA, il est aussi, il véhicule aussi ta culture et tes normes et tes valeurs, en fait. Il faut aussi que tu modèles un peu ta façon de faire l'IA à tes normes, quoi. Exactement. Tu vois, nous, on a des valeurs et on veut les respecter. Tu vois, on croit
à la protection des individus. Et donc, ce qu'on a fait avec le règlement IA, et je pense que c'est important de le souligner quand même, c'est qu'on a décidé de ne pas réglementer la technologie, mais ses usages. En fait, on va se dire, on interdit certains usages de l'IA, mais on n'interdit pas les systèmes d'IA en tant que tels. Donc ça, je pense que c'est hyper important de le dire, c'est en fait la régulation, tu vois, c'est hyper important. En fait, peut-être pour te répondre, et désolé parce que je me suis un peu emmêlé, mais pour te répondre concrètement, tu vois, il y a deux choses, je pense qu'il faut dissocier. En fait, on parle de régulation, mais en soi, on a envie de réguler. Tu vois, on a besoin de réguler. On a besoin de dire, on veut protéger le citoyen. Et après, la question, c'est plus la personne qui innove. Lui, son problème, ça va pas être tant la régulation en tant que telle, parce qu'en fait, lui, il est content que l'État lui dise, voilà, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, parce que il peut même se projeter dans son business. Tu vois, aux États-Unis, il y a des boîtes qui disent, nous, on a envie de la régulation, parce que tant qu'il n'y a pas de régulation, demain, il peut y avoir une régulation, et demain, notre produit peut être interdit par la régulation. Donc, c'est pas pérenne dans le temps, en fait. Tu vois, il n'y a pas de sécurité économique. Donc, elles te disent, nous, on a besoin, en fait, d'avoir de la réglementation qui nous disent, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Comme ça, elles savent où est-ce qu'il faut investir. Donc ça, tu vois, c'est important d'avoir de la régulation, c'est de la sécurité économique. Par contre, là où tu vois, il y a un travail d'amélioration, c'est de s'assurer que quand tu crées ton entreprise, tu peux te focaliser sur l'innovation, plutôt que de s'assurer que ce que tu as fait, tu as le droit de le faire ou pas le faire. Tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu, c'est pas tant de définir ce que tu as le droit de faire ou pas le droit de faire, c'est plutôt de s'assurer que pour la personne qui innove, elles peuvent se focaliser à fond sur l'innovation parce que pour lui, c'est hyper clair de savoir ce qu'il a le droit, pas le droit de faire. Il n'a pas forcément, tu vois, à embaucher 3 juristes avant même d'avoir itéré sur sa première idée. Peut-être dernière question sur la régulation. Qu'est-ce que tu répondrais à une entreprise justement qui peut-être n'ose pas se lancer dans l'IA par peur ou par méconnaissance de la régulation et qui se dirait non mais j'y vais pas, ça c'est peut-être interdit légalement, je veux pas prendre de risque donc j'y vais pas. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est une excellente question. Mais tu vois, cette entreprise en réalité, elle peut déjà faire appel à des systèmes d'IA qui sont sur le marché. Tu vois, cette entreprise, elle peut venir acheter les solutions le chat de Mistral, acheter la solution, tu vois, ChatGPT de OpenAI. C'est des produits qui sont sur le marché et donc il n'y a pas forcément de questions sur la régulation liée à l'IA. Elle peut aussi, tu vois, faire appel à des logiciels qui sont spécifiques pour ses besoins, qui sont déjà sur le marché. Donc d'une certaine manière, s'ils sont sur le marché, c'est qu'ils sont autorisés sur le marché. Là où la question se pose pour l'entreprise, c'est plutôt au moment où en fait elle va vouloir créer son propre système d'IA. Tu vois. Si elle-même elle veut entraîner l'IA, tu vois, là, il va falloir se poser la question, quand tu vas entraîner l'IA, que tu vas utiliser toutes les données qui sont issues d'Internet, il faut que tu t'assures que tu as le droit d'utiliser les données qui sont sur Internet parce qu'elles ne sont pas protégées par le copyright, tu vois, par les droits d'auteur. Ouais. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment que ce soit clair, c'est pour ces entreprises-là, déjà, venez tester des solutions clés en main, tu vois. Venez tester des solutions. Ça, c'est sans risque, vous utilisez le chat Mistral, il n'y a aucun risque. Exactement, tu n'as aucun risque. Tu utilises, tu vois, un Dust, tu utilises un Photo Room, tu n'as aucun risque. Et après, si tu te dis, en fait, moi, c'est tellement fondamental que j'ai envie de transformer mon business lié à l'IA et j'ai envie d'intégrer l'IA dans les produits que je vends, alors là, tu vois, il y a la question de se dire, est-ce que tu es en conformité avec le règlement IA? Et ça, je pense que si c'est ça le sujet, il faut à un moment ou à un autre que tu aies une analyse juridique qui te dise, c'est bon, tu peux le faire. Tu vois. Ok, hyper clair. J'aimerais revenir sur l'adoption et notamment sur les freins de l'adoption. Pour toi, qu'est-ce qui freine l'adoption de l'IA dans les entreprises aujourd'hui? Ouais, écoute, c'est une super question. Il y a 2 principaux freins de mon expérience, tu vois, des gens qu'on peut rencontrer. Donc peut-être pour te dire aussi un autre truc, parce que tu avais posé la question au tout début, mais tu vois, nous on a 2 sources on a 3 sources de connaissances, tu vois. On a tous les gens qu'on rencontre, tous les rapports qu'on lit, mais après, on a aussi, en fait, les services de l'État, des administrations, qui nous font remonter des notes. Et tu vois, eux, on peut leur dire, voilà, j'ai envie que vous analysiez ça, et dites-nous ce qu'il faut en penser, quel est l'état de l'art. On a typiquement demandé à l'administration, aujourd'hui, est-ce que c'est vrai quand les gens nous disent, il n'y a plus suffisamment de données pour entraîner des modèles qui soient
encore plus performants que les modèles qu'on a déjà aujourd'hui. C'est intéressant, ça. Et donc ça, tu vois, moi je peux pas faire ce travail, donc je demande à l'administration de le faire. Okay. Et après, ils te remontent, en fait, non, il y a à peu près 5 fois plus de données disponibles que des données qui sont utilisées. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de données sur Internet, tu vois, qui sont pas exploitées. C'est une statistique intéressante. Donc, il resterait encore 5 fois que tout ce qui est déjà utilisé, ce qui est déjà beaucoup quand il y a des modèles de 7 milliards de paramètres. Donc, il reste encore un peu de pétrole. Ouais, il reste en fait pas mal de pétrole. Après, la question, bon, c'est, tu vois, on va regarder, en fait, pourquoi on l'utilise pas? C'est pas forcément tout structuré, ou peut-être que, tu vois, on a des modèles qui, en fait, ne sait pas prendre en compte suffisamment bien tout ce qui est table, tu vois, tout ce qui est tabulaire, etc. Mais les gens, d'ailleurs, l'ignorent, mais quand ChatGPT ou Mistral, ils vont investir beaucoup dans la donnée, en fait, ils investissent dans la structuration de la donnée. Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est structurer cette donnée-là et de la rendre ingérable par les IA. C'est ça le plus complexe. Ouais. Après, tu peux aussi acheter de la donnée que tu sais de qualité. Pour le modèle, quand tu vas utiliser l'IA, le moment où tu vas faire le fine-tuning. C'est-à-dire, en fait, une fois que tu as entraîné l'IA, c'est une IA un peu générale, tu veux la spécifier à un contexte, tu vois, qui te concerne. Et là, tu vas dire, en fait, là, je vais lui faire lire des données qui sont d'extrêmement bonne qualité et lui dire, je veux que tu ressembles à ce jeu de données, tu vois. Et comme ça, ça va être des jeux de données que tu vas pouvoir acheter, tu vois, parce que ça va être extrêmement précieux. C'est des données de très grande qualité pour faire vraiment l'entraînement très fin du modèle à la fin. Ok. Je suis super content qu'on ait parlé de tout ça parce que on sait que le cadre géopolitique de l'IA, il est complexe. On se dit toujours, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance? Tiens, il y a les Américains qui ont pris de l'avance sur les grandes solutions. Et je trouve qu'on parle pas assez finalement des solutions qui sont en place ou qui vont être en place pour aider les gens à l'adopter. Parce que oui, c'est hyper bien qu'on a un Mistral et c'est important, il en faut un. Mais c'est encore plus important que les gens l'utilisent. Exactement. Et finalement, il y a des moyens qui sont en train d'être mis en place pour l'utiliser, et je trouve qu'on n'en parle pas assez personnellement, et donc je suis content qu'on ait pu t'avoir et t'aies pu nous parler de ça, et je pense que c'est un enjeu pour la société, cette adoption, donc c'est quand même très positif d'avoir toutes ces choses en place. Ouais, franchement, vraiment, il faut y aller, tu vois, et t'as aussi toute une campagne de sensibilisation. Il faut vraiment que les gens se réfléchissent bien au fait que s'ils n'utilisent pas l'IA, demain, ils risquent d'être remplacés par une entreprise qui utilise l'IA. Et donc, il faut vraiment y aller. Et en fait, si on est les premiers à y aller, on peut avoir des gains économiques conséquents. Et si on est les seconds, troisièmes, les 15 économiques seront un peu moins conséquents parce qu'au final, ils auront déjà été pris par le premier. Et si on est le dernier, on risque d'avoir que ses yeux pour pleurer parce qu'au final, le marché, on l'aura plus. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Et c'est pas ce qu'on va faire en suivant les recommandations de l'État et en faisant son adoption. Donc, ça sera pas notre cas. Écoute, Théophile, je te remercie. C'était très clair. Pour les derniers bouts de voix que j'ai, je te demanderais peut-être un mot pour la fin. C'est quoi ton dernier mot pour les gens qui souhaitent adopter l'IA? Donc, allez-y. Ouais, en fait, je pense le mot qui est hyper important, c'est de se dire, en fait, l'IA, maintenant, c'est du très concret. Tu vois, c'est ce qui va vous faire gagner du temps, ce qui va vous faire être plus productif, va mieux gérer son agenda, mieux gérer ses mails, permettre de lire plus de rapports parce qu'au final, tu vas avoir des résumés des rapports ou des documents directement. Tu vas permettre de créer des slides beaucoup plus rapidement, de créer des documents plus rapidement. Donc, ça permet d'être beaucoup plus productif. Et après, ça peut être aussi du très concret. Tu vois, ça peut être vraiment des choses auxquelles on ne pense pas forcément. De se dire, aujourd'hui, tu peux repenser tout ton processus autour de l'IA. Tu peux dire, en fait, mes trains, je vais réussir à plus rapidement savoir s'ils sont en panne et du coup prévenir les pannes, tu vois, grâce à l'IA. Ma ferme, je vais pouvoir tu vois, optimiser sa ventilation grâce à l'IA et faire en sorte qu'elle ne pollue plus. Ma boucherie, tu vois, je vais pouvoir tout repenser le processus de prise de commande grâce à l'IA et faire en sorte, tu vois, d'être beaucoup plus présent vis-à-vis de mes clients. Donc ça, c'est des trucs hyper concrets. Et pour chaque secteur, chaque métier, chaque taille d'entreprise, il y a des trucs hyper concrets à faire. Il faut juste aller les chercher, les trouver avec notre aide, avec l'aide des ambassadeurs de l'IA, tu vois, avec de la formation à l'IA pour que ce soit réellement des gains économiques importants pour les gens qui nous écoutent. Super clair. Merci beaucoup pour ton temps. Ouais, merci à toi. À bientôt. À bientôt.